TV Liberté n'a jamais été aussi puissante, mais les tentatives de nous anéantir n'ont jamais été aussi nombreuses. Les ordres du pouvoir politico-financier pour nous priver de comptes bancaires ont dévoilé leur volonté de nous abattre. Ces attaques, aussi virulentes et basses soient-elles, trahissent en réalité leur peur. Emmanuel Macron consacre à présent des conférences entières à plaider pour un encadrement, une censure donc, des médias alternatifs. Ils ont peur que nous montrions le réel qui démonte leur narratif. Le monde imaginaire vendu par les médias est en train de s'effondrer. L'information libre portée par TV Liberté déferle sur leurs mensonges. La vague les submerge. C'est l'instant de vérité. Le système tombe et il faut encore le pousser. Mais malgré notre détermination, notre dévouement intact, les coups que l'oligarchie nous a portés ont eu des conséquences lourdes. La fermeture de nos comptes, la précarité bancaire et les obstacles administratifs auxquels nous sommes confrontés ont grévé nos budgets. Pour aborder 2026, non pas avec sérénité, mais avec assurance, vous devez vous tenir à nos côtés et nous soutenir. Nous sommes en première ligne pour vous, alors assurez nos arrières, faites un don à TVL pour que vive l'information libre. Alors je compte sur vous. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Américains et Ukrainiens négocient pour aboutir à un plan de paix alors que l'armée russe sur le front a pris Pokrovsk dans le Donbass, revendique Kupiansk plus au nord et serait entré dans Ouliaï-Polé au sud. Militairement donc, les choses s'accélèrent et diplomatiquement aussi puisque les délégations américaines et ukrainiennes ont négocié hier en Suisse. Nous allons en parler avec Olivier Dujardin. Olivier Dujardin, bonjour. Bonjour. Vous avez 25 ans d'expérience dans l'armée de terre, en guerre électronique, traitement des signaux radars et analyse des cisternes d'armes. Nous allons surtout parler de votre nouvel essai, Drone et lutte anti-drone, publié avec Laureline Maniglier aux éditions Ellipse. Nous allons évoquer cela, bien entendu, en longueur. Juste avant, j'aurais besoin de quelques-uns de vos avis sur la situation en cours, parce qu'on parle d'accélération de la situation militaire, et puis ça nous permettra d'aborder cette question, cette révolution des drones. Nous allons comprendre avec vous à quel point cette arme révolutionnaire a bouleversé le champ de bataille. Mais dans l'immédiat, question quasiment diplomatique, dans la nuit, Donald Trump a dit espérer une issue favorable aux négociations de paix. Son administration a surpris la semaine dernière les Européens et Kiev avec, rappelons-le, 28 points issus de négociations avec Moscou. De leur côté, Kiev et ses alliés allemands, français et britanniques ont proposé un contre-plan. Parmi les points, principalement, Kiev ne veut pas abandonner le Donbass et ensuite, Kiev et ses alliés veulent que les États-Unis apportent des garanties de sécurité à Kiev identiques à l'article 5 de l'OTAN. Donc, en clair, si la Russie attaque de nouveau l'Ukraine, cette attaque serait considérée comme dirigée contre tous, même si l'Ukraine devrait rester hors de l'Alliance Atlantique. Alors, je parle peut-être un peu trop, mais Olivier Dujardin, au vu de ces contre-propositions, pensez-vous que la guerre peut continuer? Pensez-vous que l'Ukraine a encore les moyens de la faire durer? Alors c'est une question difficile parce qu'il faut prendre une chose en compte, c'est qu'il y a ce qu'on connaît qui est rendu public, et puis il y a ce qui se passe vraiment en coulisses dans les arcanes de la diplomatie et les choses auxquelles on n'est pas au courant. Donc il faut toujours être très prudent pour interpréter les choses parce qu'on n'a toujours qu'une vue très partielle des événements et on n'a pas toutes les clés en main. Donc à ce stade, est-ce que ça peut continuer ou pas? Je ne peux pas dire. Une seule chose est certaine, c'est que quand on continue une guerre, c'est qu'on espère obtenir un gain. La question qui se pose aujourd'hui pour les Ukrainiens, est-ce qu'en continuant la guerre, est-ce qu'ils peuvent espérer être dans une situation qui soit meilleure? En fait, la réponse à cette question va fixer le reste. Poser la question, c'est une manière d'y répondre, si je vous comprends bien. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne voit pas comment, en continuant la guerre, comment l'Ukraine pourrait espérer dans une situation qui soit meilleure, où elle puisse revendiquer plus de choses par rapport à la Russie. Aujourd'hui, ça paraît compliqué. Maintenant, la Russie, il est évident que de toute façon, la Russie, vu sa position sur le terrain, tout accord de paix se fera forcément à l'avantage de la Russie.
Question, l'armée russe est-elle désormais inarrêtable sur le front? J'en viens à votre travail sur le drone, parce que on évoquait il y a quelques semaines, quelques mois, un mur de drones qui aurait empêché toute grande offensive. Aujourd'hui, l'armée russe avance de plus de 30 km² par jour, alors qu'elle en était à 9 il y a un an. Donc ma question, le mur de drones, à votre avis, est-il fêlé, Olivier Dujardin? Alors, je pense pas que ce soit un problème de mur de drone. Là, je pense qu'il y a vraiment un problème côté ukrainien de densité de troupes qui manque, parce que qu'on le veuille ou non, drone ou pas drone, robotisation ou pas robotisation, c'est quand même les hommes qui tiennent le terrain. Donc ça, c'est une réalité qui va rester. Et si vous n'avez pas d'hommes sur le terrain, eh ben forcément, vous laissez l'espace à l'autre. Alors bien sûr, les drones, la robotisation, les drones, ça peut être une sorte de compensation d'une certaine manière, mais ça ne remplace malgré tout pas la densité et la masse. Donc de toute façon, si les Ukrainiens se trouvent dans certains endroits en déficit chronique de personnel par rapport aux forces russes, de toute façon, ils sont en position de faiblesse, drone ou pas drone, surtout qu'en face, la densité de drone est aussi très importante. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre essai, ça ne remplace pas la massification. Non. Alors, depuis février 2022, on a beaucoup évoqué, en Occident bien sûr, des livraisons d'armes à Kiev qui auraient pu changer la donne. Alors, il y a eu tour à tour les chars d'assaut, les avions de chasse, les missiles longue portée. Aucun, visiblement, n'y est parvenu, bien sûr. Depuis 3 ans, nous sommes abreuvés par des images d'attaques de drones, souvent, bien sûr, d'une très grande violence. Si j'ai bien compris votre essai, Olivier Dujardin, c'est cette arme qui a été le véritable game changer dans ce conflit. Alors oui, parce que c'était plus qu'un game changer, je dirais que c'était vraiment une vraie surprise tactique, parce que ça a vraiment modifié en profondeur les tactiques de combat. C'est-à-dire qu'il y a des grands principes de base qui étaient la concentration des forces en un endroit, qui sont aujourd'hui plus possibles. C'est-à-dire il y a aussi toute la notion de logistique qui est complètement bouleversée, parce que la logistique peut plus arriver jusqu'à la première ligne, comme c'était dans les guerres précédentes, où on pouvait apporter jusqu'à la logistique jusqu'à 5-10 km de la ligne de front sans être vraiment inquiété. Aujourd'hui, jusqu'à 50 km derrière la ligne de front, les chaînes logistiques sont menacées. Et ça, c'est un vrai changement. Donc, en fait, ça oblige à plein d'adaptations. Et ce côté russe ou ukrainien, on observe les mêmes choses. C'est-à-dire que le recours aux gros camions ou aux gros véhicules, eh ben, en fait, est progressivement abandonné pour des plateformes beaucoup plus nombreuses, mais beaucoup plus légères, plus agiles, plus rapides. Donc, c'est vraiment une transformation en profondeur, autant sur la manière de diriger les combats que de la manière de l'alimenter au niveau de la logistique, au niveau du renseignement. Ça change énormément de choses. Donc c'est ça qui est qui a été quelque part une vraie surprise, et c'est là-dessus auquel les armées doivent aujourd'hui travailler et s'adapter. Vous écrivez qu'il a rendu en fait le drone, le champ de bataille transparent. Alors oui, je ne l'ai jamais totalement, mais c'est vrai que le niveau de connaissance qu'on a sur les positions ennemies grâce au drone n'a jamais été aussi important. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, on ne peut pas cacher une offensive. Ça devient très compliqué parce que la moindre concentration de troupes, même qu'on fait très loin, de toute façon, elle finira par être détectée. Donc le niveau de renseignement est tel que concentrer les troupes, concentrer du matériel, concentrer des munitions, aujourd'hui, c'est pas discret. Donc il faut tout disperser. Mais quand tout est dispersé, on a du mal aussi à exercer une pression sur un point donné du front. Ça devient compliqué. Vous écrivez que l'ascension des drones était inexorable. Alors pourquoi en fait était-ce à ce point inexorable ? Alors inexorable parce que les drones ont cet avantage énorme, c'est d'avoir un rapport coût-efficacité défiant toute concurrence. Et quand vous êtes face à ça, en plus c'est technologiquement relativement simple. Alors bien sûr, chaque élément de drone peut être un élément de haute technologie, mais aujourd'hui ce sont des composants, on va dire, qui sont relativement disponibles sur étagère assez facilement, et c'est une sorte d'assemblage. Donc aujourd'hui, les drones, c'est accessible à n'importe qui quelque part. Ça va du l'étatique au non étatique, au banditisme, au cartel mexicain, maintenant, ou aux djihadistes dans le Sahel. Ça devient accessible à tout le monde. Et il y a une sorte d'égalisateur, parce que un drone armé qui a coûté $1000 avec une charge creuse, il va taper, il va neutraliser un blindé. Peut-être pas le détruire, mais au moins le neutraliser, et quel que soit le pays. À 5 ou 6, on peut espérer le détruire. Et ça change tout. Parce qu'avant, c'était des groupes armés qui ne pouvaient pas être en mesure d'espérer contrer la force brute des armées occidentales ou telles qu'on les imagine. Et là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, il fallait des énormes missiles anti-chars, alors que maintenant... Voilà, il fallait un missile anti-char qui était très cher, très rare. Aujourd'hui, quelqu'un avec des drones peut neutraliser un véhicule blindé
sans trop de difficultés. Alors, ce que vous nous dites, Olivier Dujardin, c'est que le drone a fait évoluer, bien sûr, le conflit. Pendant ce conflit, en 3 ans, le drone a aussi évolué. Au début de la guerre, on évoquait beaucoup le Bayraktar turc, qui avait été, en son temps, j'ai envie de dire, quasiment un game changer dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, aux dépens de l'Arménie. Maintenant, on évoque surtout le drone Gueran russe, donc qui est une amélioration du Shahed iranien. C'est à la fois, dites-vous, un missile low cost, une cible pour saturer et une munition rôdeuse. Alors d'ailleurs, des images de son usine ont été diffusées à la télévision russe il y a plusieurs semaines. Y a-t-il aujourd'hui une supériorité russe dans le domaine des drones ? Alors non, je ne pense pas qu'il y ait de supériorité russe, parce que finalement les Ukrainiens font la même chose, notamment avec leur FP1, qu'on pourrait considérer comme le pendant du Gueran, puisque c'est leur outil de frappe longue portée privilégié. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de supériorité technique, parce que finalement le drone, techniquement, il n'y a pas de supériorité à attendre techniquement dans le drone, dans le sens où, comme c'est des technologies relativement simples et relativement accessibles, si un adversaire trouve une solution pertinente qui fonctionne, elle va être vite copiée. Donc en gros, une innovation, elle ne sera pertinente que quelques semaines. Donc vous n'aurez pas un avantage. Quelques semaines. Ah oui, on parle de quelques semaines. Ah oui, on parle vraiment de semaines. C'est-à-dire que quand les Russes ont utilisé les drones à fibre optique, les Ukrainiens, quelques semaines après, copiaient les choses, copiaient le principe, et inversement. Donc assez rapidement, finalement, vous avez un effet équilibre. Donc vous n'avez jamais un avantage technique avec les drones qui dure dans le temps. Parce que dès que vous l'utilisez, l'autre il voit le truc et il dit ah ouais, finalement ça marche bien, je vais faire pareil. Et puis c'est pas compliqué. Et comme les drones, c'est des choses qui sont produites à la chaîne et en continu, vous adaptez très rapidement la chaîne de production et vous faites des modifications quasiment en temps réel. Quasiment en temps réel. On a beaucoup évoqué dans les médias occidentaux une unité russe, Rubicon, dont les locaux se trouveraient donc au Patriot Park de Moscou. Pour l'anecdote, en fait, le présentateur russe Vladimir Soloviev avait diffusé des images de ce centre et des médias occidentaux avaient localisé donc au Patriot Park de Moscou l'unité russe. Est-elle si importante que ça, à votre avis? Est-ce un fantasme médiatique occidental ou a-t-elle quand même un minimum d'importance? Alors c'est difficile à dire, je pense qu'il y a un peu de tout à la fois, mais je pense qu'il y a quand même une existence réelle que cette unité, on va dire, est un peu le centre de réflexion et de conception en fait, au niveau de la guerre des drones côté russe. On va dire, voilà, c'est peut-être l'unité essentielle, un peu test et d'experts. Voilà, maintenant, est-ce que c'est elle toute seule qui peut tout changer? Non, voilà, moi je la considère comme une unité d'experts, voilà. Et peut-être de formation, on ne sait pas trop exactement, mais voilà, on va dire que c'est leur centre de compétences dans le domaine. Le grand absent, enfin l'un des grands absents du conflit ukrainien, c'est peut-être l'aviation. Les drones ont-ils relégué aux antiquités les avions, les hélicoptères et les pilotes? Bon, on constate évidemment qu'il est visiblement, ce que vous décrivez, c'est qu'il est plus simple de former un pilote de drone qu'un pilote de Rafale. Alors, ça n'a pas relégué l'aviation, elle a juste changé de rôle. C'est-à-dire que quand l'aviation avant se risquait sur le territoire ennemi pour faire de l'appui au sol et des bombardements, aujourd'hui ils font ça à distance. Mais là, l'aviation, aussi bien l'aviation russe qu'ukrainienne, sont très actives, notamment surtout pour tirer des bombes planantes sur les positions ennemies. Donc ça, c'est encore très utilisé. Les hélicoptères de combat ont montré, notamment lors de l'offensive, la tentative de contre-offensive ukrainienne en 2023, qu'ils étaient encore un atout important, notamment pour stopper en défensive. En restant, ils montaient, ils tiraient leurs missiles anti-chars contre les blindés ukrainiens et ils redescendaient en altitude, sans s'exposer. Donc en fait, il y a encore un rôle pour les hélicoptères ou pour les avions pilotés. Simplement, leur rôle évolue dans le contexte de cette guerre. Et donc, vous évoquez les bombes planantes. On a beaucoup montré des images de Fab 500, des énormes bombes planantes russes. Pourquoi ces bombes planantes continuent-elles d'être utilisées? Sont-elles plus efficaces que des drones? C'est-à-dire qu'il faut comprendre, c'est qu'un drone, ça reste un objet qui est petit, donc avec une charge militaire qui est limitée. Quand vous avez une Fab 500 ou une Fab 3000, c'est 500 kg ou 3 tonnes d'explosifs, l'effet destructif n'a rien à voir. Même par rapport à un Shahed qui va avoir 50 ou 90 kg de charge militaire. Donc, c'est pas du tout le même usage. 90 pour un Shahed. Oui, 90 maximum au prix d'une portée réduite. Il est évident qu'avec une bombe qui fait 3 tonnes, vous n'allez pas viser les mêmes objectifs qu'avec une charge explosive de 50 kg. Donc, en fait, ils ont tout type de munitions à son usage.
et reste pertinente parce que avec un drone FPV, on va pas détruire un bâtiment. Est-ce que vous avez le sentiment que les Ukrainiens ont utilisé les drones de manière un peu différente? Vous avez évoqué le fait que les innovations étaient rapidement copiées, mais les Ukrainiens ont toujours essayé depuis 3 ans des entreprises, enfin des initiatives, des opérations peut-être un peu plus secrètes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui différencie les uns et les autres? On pense à l'opération évidemment sur les aérodromes. Spiderweb. Alors, je dirais que d'une certaine manière, c'est le propre du plus faible, entre guillemets, que de chercher à innover davantage pour compenser son infériorité, on va dire, numérique. Donc c'est un peu logique que ce soit côté ukrainien qu'ils aient tenté plus de choses. Maintenant, est-ce que ça les différencie? Alors oui et non, dans le sens où ce type d'opération, en fait, était à terme relativement prévisible. C'était quelque chose qui était tout à fait imaginable et très tôt, en fait, quand on a vu les drones, on pouvait imaginer que ce genre de choses arrive. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est arrivé aujourd'hui. C'est arrivé. Les Ukrainiens ont réussi à faire des frappes en Russie. Demain, ça peut nous arriver. Ça arrivera à d'autres. Donc, c'est une menace qu'il faut prendre en compte. Mais c'est vrai que on a un peu un défaut, c'est-à-dire en Occident, je ne sais pas si c'est en Occident ou c'est partout dans le monde, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir le danger que quand la menace s'est exercée. C'est-à-dire qu'on pense que c'est qu'un potentiel. On considère une menace en tant que juste potentiel tant que le risque n'est pas avéré, et on commence à s'inquiéter une fois que le risque s'est réalisé. Donc ça, c'est peut-être un problème où on devrait peut-être un peu plus anticiper les risques. Les dirigeants, en parlant d'anticipation, justement, les dirigeants européens ont lancé un projet de mur anti-drone pour protéger la frontière orientale des incursions de drones russes. En septembre dernier, on avait évoqué des incursions, notamment une vingtaine de drones russes ayant survolé la Pologne. Il faudrait donc couvrir désormais 3000 km de frontières, et cela coûterait, selon certaines estimations, 150 milliards de dollars, encore une fois, donc pour contrer des appareils qui ne coûteraient que quelques dizaines de milliers de dollars maximum. Comment jugez-vous cette tentative européenne? Fantasme, fond de réalité? Alors, le concept de mur de drone en tant que tel est une absurdité à la fois. C'est une absurdité conceptuelle. Parce que le principe d'un mur, c'est que ça se contourne d'une manière ou d'une autre. De toute façon, si on mettait en place ce genre de protection, l'adversaire, quel qu'il soit, analyserait ce mur, ses forces et ses faiblesses, les types, et puis il trouverait forcément un moyen de le contourner. Alors que Encore une fois, en quelques semaines, vous pensez que ça peut être... Oui, en fait, ça peut être assez simple, parce que la vitesse à laquelle on peut faire évoluer un drone, de dire, si c'est une détection sonore, peut-être si je lui coupe le moteur, tant à l'avance, je le laisse en vol plané, il franchit. Pour les radars, je garde. Est-ce que je passe en très basse altitude? Est-ce que je travaille sur la furtivité? On peut imaginer plein de choses. Donc, ça passera toujours. Le plus pertinent, à mon sens, c'est d'adapter des protections aux sites sensibles en fonction du type de menace auquel ils peuvent être exposés. C'est-à-dire tous les sites ne se sont pas exposés au même type de risque, et donc c'est d'adapter à chaque site une protection qui assure une défense relativement crédible contre la menace les plus probables. Le but n'est pas de chercher à faire une protection à 100% complètement étanche, parce que c'est impossible, mais le tout, c'est de limiter le risque à 80%, on va dire. Et cette approche... Pour résumer, si vous avez l'air de conseiller plutôt des bastions, des forteresses, plutôt qu'un mur sur l'ensemble de la frontière. Oui, c'est ça. Et parce qu'en plus, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que comme chaque site sera adapté avec une défense qui sera adaptée au site en question et au type de menace, ça fait une diversité de systèmes qui est beaucoup plus grande. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour un adversaire d'aller étudier pour chaque site le point vulnérable que de dire si j'ai un mur qui est unique et figé et sur lequel je fais une analyse de risque et de vulnérabilité, je trouve la faille et puis là je passe. Donc ce sera beaucoup plus compliqué de faire une défense en profondeur qui soit beaucoup plus diversifiée. Oui, il sera toujours possible, surtout à l'époque des drones, de contourner la ligne Maginot comme les Allemands en font en 40. Parce que ça peut être passé par la frontière, passer par la mer, ça peut être un contournement physique, ça peut être un contournement technique, ça peut être un contournement tactique. Donc il y a plein de manières. Donc vous évoquez évidemment là la lutte anti-drone qui est aussi l'une de vos spécialités que vous évoquez largement dans votre essai. On a beaucoup évoqué les missiles Patriot qui coûtent à l'unité 4 millions de dollars. Rappelons le prix d'un Guérin 2 russe qui serait plutôt de l'ordre de 10 000 dollars. Le 21 décembre dernier, l'armée britannique a annoncé le déploiement pour 2017 d'un laser anti-drone. Je vous propose quelques images, Olivier Dujardin, pour que tout soit clair, pour nos auditeurs aussi, qu'ils comprennent l'efficacité ou non de cette arme.
La Royal Navy a annoncé le 21 novembre avoir réussi un tir de laser haute puissance capable de détruire une menace aérienne low cost, en clair, un drone. Baptisé Dragonfire, ce système laser devrait être déployé sur un destroyer type 45 de la marine britannique dès 2027. Son développement a été confié à MBDA UK pour un investissement de 360 millions d'euros. Le faisceau a neutralisé des drones filant à 650 km/h. Il serait capable de viser une pièce de monnaie à 1 km pour 10 livres par tir. La Royal Navy avait été confrontée à la menace de drones Houthis au large du Yémen et au problème des contre-mesures coûteuses. Alors, le 4 septembre dernier, le ministère français, cette fois, des armées, a annoncé aussi avoir confirmé à un consortium industriel la réalisation d'un démonstrateur d'armes laser baptisé Sidéral. Objectif, cette fois, 2030. Comment jugez-vous, Olivier Dujardin, ces initiatives d'un côté britannique, de l'autre français? Le laser est-il d'une grande efficacité face à la menace des drones? Alors c'est une réponse possible, mais que le laser, comme toute autre technologie, est peut-être contourné d'une manière ou d'une autre, en jouant ou sur la détection, sur la focalisation du faisceau, sur l'agilité ou sur la résistance des matériaux au laser. Donc c'est une réponse qui est intéressante techniquement parce qu'elle peut répondre à un certain nombre de menaces. Maintenant, ce n'est pas une réponse qui est parfaite. Le laser n'est pas non plus exempt de certains défauts, parce que c'est pareil, quand on utilise un laser, le laser il ne s'arrête pas. Donc dans quel axe je tire? Si je suis en ville, si derrière je tire sur un immeuble, les effets collatéraux, on peut avoir des effets de réflexion du laser, même si le signal réfléchi va être moins puissant, il peut être comme suffisamment puissant pour brûler la rétine. Donc en fait, il y a tout un tas quand même de questions à se poser sur la manière d'utiliser un laser, parce qu'on ne tire pas un laser comme ça. Est-ce pour ça que pour l'instant, il est envisagé en haute mer, sur des navires de guerre? Je pense que c'est une des raisons, oui, parce que il y a moins de risques en haute mer. Même si il y a quand même il faudra toujours penser de dire, ok, je vise un drone, même si je suis précisément sur ce drone, à quel moment j'ai traversé le drone? Au moment où je traverse le drone, le laser il continue derrière. Imaginons que j'ai un avion, il peut y avoir des conséquences. Donc en fait, il faut gérer au niveau ça, c'est-à-dire à quel moment je sais que ma cible est touchée, j'arrête le faisceau laser pour pas engendrer de dommages collatéraux ou de dangers, ou d'être sûr de tirer dans une direction où il n'y a pas de danger. Enfin, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte pour l'usage d'un laser. Au même titre qu'une arme à feu, on ne va pas tirer en ville n'importe comment. Avec le conflit, on a vu, vous l'avez évoqué, des drones FPV philo-guidés apparaître. D'ailleurs, nous avons aussi vu des images assez impressionnantes. Celle-ci date du mois d'août dernier, de champs recouverts de câbles optiques. Donc évidemment, le but, c'est d'immuniser les drones au brouillage électromagnétique. Quel est le problème en fait? Quel est le problème des brouillages électromagnétiques? Ont-ils eux aussi leurs limites? Alors oui, ils ont leurs limites aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que les drones à fibre optique que les drones à liaison radio vont disparaître, parce que en général, en réalité, on a le jeu de la guerre électronique au niveau des liaisons radio et du brouillage n'a pas vraiment commencé. On peut aller beaucoup plus loin et il y a encore de quoi jouer entre guillemets. Mais dans les zones de forte où il y a de grosses densités de brouilleurs, effectivement, le drone à fibre optique était un moyen pour contourner cette problématique. Maintenant, le drone à fibre optique a aussi tout un tas de ses défauts, c'est-à-dire il est beaucoup moins maniable parce qu'il faut l'emporter la bobine, donc c'est du poids en plus, donc ça veut dire que c'est un drone qui est plus gros, donc il a une plus grosse batterie, donc il coûte plus cher. Et qui peut être moins armé en raison des parce que la charge utile, quand vous rajoutez, il y a même une bobine qui pèse 2 kg, ces 2 kilos-là, c'est 2 kilos de charge militaire que vous n'avez pas. Donc en fait, il faut rajouter la charge militaire, donc c'est 2 kilos plus 2 kilos de charge militaire par exemple, c'est 4 kilos qu'il faut emporter, c'est pas le même drone que si on prend juste le drone qui emporte 2 kilos. Donc il y a des conséquences à ça. Et en fait, après, le drone est aussi moins maniable pour pas qu'il coupe son fil. Il est limité pour passer au-dessus de certains endroits, notamment au niveau des forêts, qu'il faut faire attention. Ou même s'il y a un feu, s'il y a une maison qui brûle, il ne faut pas qu'il la survole, parce que le fil, il va tomber dans le feu, il va se couper. Donc il y a un certain nombre de contraintes aussi à prendre en compte. Donc c'est pas le drone à fibre optique n'est pas une solution magique. C'est une solution c'est une réponse technique à un problème tactique du terrain du moment. Mais il y a plein d'autres manières de répondre à cette problématique du brouillage. On a vu les villes ukrainiennes recouvertes quelquefois de filets, mais quelquefois les drones peuvent passer. Le filet, même le filet de pêche d'ailleurs, des pêcheurs français du Finistère ont envoyé leur filet de pêche en Ukraine. Le filet, c'est vraiment la réponse première, la plus basique. Mais est-ce vraiment efficace? Alors, oui, c'est efficace. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais mépriser les solutions simples.
Il faut jamais mépriser ces solutions-là, parce que finalement, mettre un filet à l'entrée d'un bâtiment, d'un hangar, c'est le meilleur moyen d'arrêter un drone. C'est simple, ça coûte pas cher, et puis c'est d'une fiabilité, parce qu'il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a besoin de rien. Donc oui, toute solution, même basique, qui peut amener une couche de protection est la bienvenue. Comme les grillages sur les Comme les grillages. Au début, on s'est moqué des grillages, les et finalement, branches, et tout le monde finalement a fini par copier. Mais alors par contre, les solutions les plus simples sont quelquefois les meilleures, mais l'IA, l'intelligence artificielle, commence à poindre, vous l'évoquez dans votre essai, par exemple pour le traitement des cibles, voire même pour le calcul du point d'impact optimal, écrivez-vous, et en fait pour rendre les drones le plus possible, voire totalement autonomes à terme. C'est ça l'avenir, c'est l'IA et les drones ? Alors, l'IA va jouer un rôle, certainement. Maintenant, je pense qu'on surestime le rôle qu'aura l'IA sur les drones, parce que l'IA a aussi ses limites. Parce que l'IA, c'est quelque chose qui est assez facile à tromper. Parce que vous lui montrez un véhicule, un leurre, l'IA ne va pas percuter sur un leurre. Ou alors, un civil et un militaire, elle peut quand même faire une différence, j'imagine. Ça devient difficile parce que c'est prouvé que des deux côtés, parce que les soldats russes et ukrainiens ont tendance à s'anonymiser quelque part, parce que sinon ils sont trop facilement ciblés. Donc on vient utiliser des véhicules civils, des véhicules. Donc comment faire la différence entre un car qui est au service de la population, un car qui est réquisitionné pour transporter des soldats? C'est très compliqué. Donc il y a une notion que n'a pas l'IA. C'est le contexte. Quand vous êtes opérateur, vous savez un peu le contexte politique, le contexte tactique de l'endroit où vous opérez. L'IA, elle connaît juste l'information qu'elle est censée capteur. Donc, elle n'a pas ce retour de jugement. Elle ne sait pas à tel moment, là, ça, je ne le sens pas, parce que là, je sais qu'il y a des habitants, là, donc là, je ne le sens pas. L'IA, elle, c'est bête et méchant. Donc, en l'état actuel, l'IA permet, par exemple, à un opérateur de piloter plusieurs drones à la fois, mais il y a quand même la variable humaine qui sera nécessaire à un moment. Qui est nécessaire. Et puis, il y a un autre élément, c'est que le devoir premier du militaire, c'est de rendre compte. Comment on peut imaginer demain utiliser des systèmes d'armes qui ne rendront compte de rien? Mais vous ne croyez donc pas à une robotisation future du... Oui, robotisation, si, mais une robotisation contrôlée. Et on n'enverra pas des drones aller vous battre. Et puis personne ne sait ce qu'ils font, parce que là, on perd le contrôle de tout. Le principe, il faut comprendre qu'une guerre, un affrontement armé, ça a des objectifs politiques, avant tout. C'est pas là pour se faire plaisir. On fait pas la guerre pour se faire plaisir, on fait pour obtenir atteindre des objectifs politiques. Et si les drones ils commencent à se battre, à faire ce qu'ils veulent dans leur coin, à dire eux ils vont taper, on ne sait pas ce qui a été détruit, on ne sait pas si ça a été détruit, on ne sait pas combien il y a en face, on perd le contrôle de tout. Ça n'a plus de sens. Il faut comprendre que, bien sûr, techniquement, c'est possible d'envoyer des drones, choisir leur cible tout seul et les détruire. Mais il faut ramener au côté opérationnel. Est-ce que ça a un sens? Si ça n'a pas de sens, je ne vois pas comment ça pourrait être mis en place. Il y a eu des innovations au niveau des drones navals. Même, il semblerait que l'Ukraine ait remporté la bataille de ce côté-ci. Êtes-vous plutôt favorable à cette idée? Alors, ils n'ont pas gagné la bataille de la mer Noire. Ils ont très bien réussi à faire une campagne d'interdiction d'une portion de la mer Noire, ce qui est très différent. Parce qu'avec un drone, vous ne contrôlez pas. Ils ne contrôlent pas la mer Noire. Ils en interdisent l'accès. C'est très différent. Maintenant, les drones de surface, ils ont l'avantage d'être une solution peu chère pour aller neutraliser et détruire un navire. Maintenant, ça n'a pas l'efficacité d'un missile anti-navire. Là, on en veut pour preuve. On revient au problème de la charge. C'est même pas de la charge, parce que la charge militaire est même plus importante que sur un missile anti-navire. Et la différence, c'est que quand le Moskva était couplé par 2 missiles anti-navire, mais le missile, quand il tape le Moskva, il le tape à 900 km/h, la charge militaire elle pénètre à l'intérieur et elle explose. C'est pas tout à fait la même chose qu'une embarcation qui va taper la coque à 30 nœuds et qui va exploser à l'extérieur. C'est-à-dire l'essentiel de l'énergie de l'explosion en fait est dispersé vers l'extérieur. Donc vous allez faire un trou dans la coque, mais vous le détruirez pas comme un missile. Et d'ailleurs, on l'a vu sur une simple corvette, russe, il a fallu 7 embarcations suicides de surface pour réussir à le couler.
alors qu'il a fallu que deux missiles contre le Moskva qui est 10 fois plus gros. Et en termes enfin, si le drone de surface coûte quand même, encore une fois, 10 000 $, bon, le ratio... Oui, le ratio est tout à fait intéressant. Après, il y a d'autres choses, c'est que le missile, il faut une désignation d'objectif à l'avance, c'est-à-dire qu'il faut à l'avance, avant de tirer le missile, savoir où est la cible. Sur un drone de surface, on peut se permettre de ne pas connaître la position exacte de la cible, la chercher. Il y a des avantages et des inconvénients, mais il ne faut pas penser que le drone naval va supplanter le missile anti-navire. C'est quelque chose qui se rajoute, qui est complémentaire, mais qui ne va pas remplacer. Alors malheureusement, le chrono tourne encore, mais j'aimerais quand même vous poser cette question-là sur l'armée française. Évidemment, les Russes, les Ukrainiens ont développé une expertise en 3 ans qui est sans doute en avance par rapport à l'ensemble des armées du globe. Mais l'armée française a-t-elle compris totalement les enjeux? Est-elle en mesure de rattraper le retard? Alors, il y a 2 choses à prendre en compte. Est-ce que les armées, au sens conceptuel et réflexion, ils ont pris en compte la menace? La réponse est oui. Ils y réfléchissent. Maintenant, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? C'est encore autre chose, parce que aujourd'hui, les budgets restent malgré tout contraints. Donc, la montée en puissance est lente. Il se pose un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, vu la vitesse d'évolution des drones, qui va imaginer qu'on va commencer dès 1 million de drones qu'on va stocker, qui de toute façon, dans 2 ans, ils seront périmés? C'est le vrai problème. Et là se pose une vraie question au niveau du modèle économique des entreprises. C'est comment pouvoir répondre potentiellement en cas de conflit à une demande très importante, alors qu'en temps de paix, il n'y aura pas de stock possible. Donc, c'est-à-dire comment je maintiens un modèle économique où, en temps de guerre, on pourra me demander de produire plusieurs millions de drones, alors qu'en temps de paix, j'en produirai quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Est-ce une raison pour laquelle il faut se concentrer sur la lutte anti-drone davantage que sur les aspects plus offensifs? Il ne faut pas se concentrer plus l'un que sur l'autre, parce que l'un est la réponse de l'autre. Donc, de toute façon, si on travaille que sur l'un, on perd sa menace, sa raison d'exister. Et c'est une sorte de combat permanent. Il faut progresser dans les drones pour progresser dans la lutte anti-drone. Et il faut affronter les deux. En fait, il faut que quelque part, les industriels, ils acceptent de s'affronter sur le domaine technologique, mais dans le bon sens du terme, de manière à ce que les 2 camps progressent techniquement. Un combat permanent, eh bien, ce sera le mot de la fin. Olivier Dujardin, merci beaucoup pour votre expertise sur les drones et la lutte anti-drone. Je rappelle que vous avez publié l'essai avec Lauraline Maniglier, Drone et lutte anti-drone aux éditions Ellipse. Merci encore d'avoir répondu à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager. Merci à tous et bonne soirée.